Bien, mes chers collègues, je déclare ouverte cette session extraordinaire de notre Assemblée départementale. En faisant le point sur l'ordre du jour, je me suis aperçu qu'une heure avant était peut-être suffisant. Traduisez que, au lieu de vous convoquer à 9h30, je pensais qu'il était plus opportun de vous convoquer donc à 11h pour éviter finalement les pertes de temps et donner aussi l'occasion à tout à chacun de venir plus tranquillement jusqu'à l'Assemblée départementale au regard de l'ordre du jour qui nous réunit donc ce matin. Session extraordinaire au sens où il est d'usage de dédoubler la séance d'installation pour respecter l'ordre du jour imposé par les textes à l'occasion de la première session et par ailleurs pour donner le temps à notre Assemblée de se répartir les nombreuses représentations dont nous allons parler bien sûr dans un instant. Je n'ai pas reçu de pouvoir de qui que ce soit. L'ordre du jour comporte les points qui sont plus d'ailleurs administratifs qu'habituellement et qui sont donc les suivants. Premièrement, adoption du règlement intérieur. Deuxième point de l'ordre du jour, fonctionnement des groupes d'élus. Ensuite, adoption du taux de l'indemnité des conseillers départementaux. Quatrième point, le droit à la formation des élus. Cinquième point, les commissions qui doivent être renouvelées à la proportionnelle, principalement deux, la commission d'appel d'offres et la commission de délégation de services publics. Sixième point, la désignation des représentants du conseil départemental dans divers organismes. Septième point, sujet particulier concernant une garantie d'emprunt pour l'EHPAD Les Tilleuls de Chanu. Huitième point et dernier point, donc le rapport d'activité du département pour l'année 2020. Si vous en êtes d'accord, je vous soumettrai donc une délibération supplémentaire qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour et qui est liée à l'actualité législative avec l'élaboration notamment de la loi 3DS, anciennement appelée loi 3D, puis 4D, pour finir donc 3DS. Il s'agit donc d'une délibération qui doit traiter de la route nationale 12. Avant de commencer, je souhaite vous informer du nom des vice-présidents qui ont été donc désignés au sein des commissions thématiques, des 5 commissions thématiques de notre Assemblée. Donc pour ce qui est de la première commission, c'est Vincent Seguin qui a été donc nommé vice-président de la dite commission. Pour la seconde commission, notre ami Thierry Clérambault en a été élu donc vice-président. Pour la troisième commission, c'est Agnès Lègre qui en est la vice-présidente. Pour la quatrième, c'est Philippe Van Orme. Et pour la cinquième commission, donc c'est Michel Genois. Merci aux uns et aux autres d'avoir accepté donc ces responsabilités. Je vous propose donc sans plus tarder de commencer par le premier point de l'ordre du jour. Il s'agit donc de l'adoption du règlement intérieur, comme je vous l'ai dit à l'instant. Mes chers collègues, vous savez que conformément au Code général des collectivités territoriales, le Conseil départemental de l'Orne doit établir son règlement intérieur dans les 3 mois qui suivent son renouvellement. Je vais donc donner la parole à Véronique Louwagie, présidente donc de la Commission des finances et de l'administration générale, pour la présentation des éléments principaux donc de notre règlement intérieur. Vas-y, ça fonctionne. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous présente ce premier rapport qui a trait à l'adoption du règlement intérieur du Conseil départemental de l'Orne, comme vient de l'annoncer le Président. Donc, mes chers collègues... Ça ne marche pas, on a un petit problème technique. Est-ce que vous m'entendez?
mieux, c'est que ça allume le mien. Ah oui, c'est normal. Oui. C'est réglé. Très bien, c'est mieux. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce premier rapport qui vous est présenté porte, comme vient de le dire le Président, sur le règlement intérieur du Conseil départemental de l'Orne. La proposition de nouveau règlement intérieur qui vous est soumise se base sur la version qui avait été adoptée par l'Assemblée plénière le 24 avril 2015. L'ensemble des articles du règlement intérieur de 2015 a été repris, à l'exception d'un article, de l'article 54, qui n'apparaît pas utile de conserver. Cet article 54 était rédigé comme suit. Dans les questions pouvant comporter, en raison de leur complexité, plusieurs niveaux de décision, la division est de droit si elle est demandée. Afin de faciliter la lecture de ce règlement, un sommaire, un préambule et un remaniement du plan ont été réalisés. Quelques modifications ont été apportées à la version en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous en présenter les grandes lignes. Mais avant, je vous informe de quelques ajustements qui ont été apportés au projet de règlement intérieur qui vous a été remis lors de notre dernière session. Ces ajustements ont d'ailleurs été présentés en commission des finances. Il s'agit, en page 6 de l'article 2, qui est relatif au placement des présidents de commission et des vice-présidents, article qui a été remanié. Et il s'agit également en page 15, concernant la deuxième commission, qui désormais est dénommée Commission du développement durable et des routes, au lieu de Commission des routes et du développement durable. Les principaux ajouts proposés sont les suivants. En page 14, il s'agit de la mise à jour des compétences commission thématiques avec la loi NOTRe. En page 16, il s'agit de l'ajout de l'article 28 relatif à la commission générale. En page 17, il s'agit d'un ajout de l'article 30 relatif au droit à la formation des élus départementaux, dont nous parlerons un petit peu plus tard ici durant cette séance. En page 17, il s'agit d'un ajout de l'article 32 relatif à la possibilité de moduler les indemnités des élus en cas d'absence aux réunions plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. En page 18, il s'agit d'un ajout de l'article 33 relatif au conflit d'intérêts et à la prise illégale d'intérêts des conseillers. Je vais vous en donner lecture. Pour éviter d'une part un risque d'illégalité des délibérations concernant des affaires auxquelles un conseiller départemental est susceptible d'être intéressé, et d'autre part le risque de se trouver en situation de prise illégale d'intérêts, il est demandé au conseiller départemental 1. De ne pas prendre une part active aux réunions préparatoires, aux travaux des commissions. 2. De ne pas être rapporteur du projet soumis à délibération. 3. De ne pas prendre part aux débats relatifs à ces délibérations. Et 4. De ne pas prendre part au vote en sortant de la salle du conseil départemental ou de la commission permanente lors de la mise aux voix des délibérations. En effet, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil départemental intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Au regard de la conséquence, il me paraissait important de vous relater cet article 33. Et le dernier ajout est en page 19, ajout d'un article 35 au sein du chapitre 5 relatif aux droits spécifiques des groupes minoritaires et d'opposition. Au regard de ces différents éléments, mesdames et messieurs, chers collègues, votre commission vous propose d'adopter la délibération suivante. Le conseil départemental, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du conseil départemental de l'Orne du 1er juillet 2021 relative à l'élection de M. Christophe de Ballor à la présidence du conseil départemental de l'Orne, après avoir délibéré, décide en son article unique d'adopter le règlement intérieur du conseil départemental de l'Orne tel qu'il figure en annexe de la présente délibération. Donc voilà pour ce rapport, Monsieur le Président, qui a reçu un avis favorable de la Commission. Merci, chers collègues. Merci bien. Sur ce premier rapport, est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, Frédéric Léveillé. Oui, monsieur. Ça marche? Ça fonctionne bien. Oui, Monsieur le Président. Par rapport aux propositions qui sont faites de modification, on peut évidemment y souscrire. J'attire votre attention, mais on vous fait confiance, Monsieur le Président. La suppression de l'article 54
et en particulier le fait qu'il y ait possibilité d'avoir une délibération avec plusieurs sujets et qu'on ne puisse plus les dissocier, nous vous faisons confiance pour qu'il puisse y avoir peut-être un petit peu plus de délibération, mais qu'un sujet par délibération. Parce que sinon, ça peut poser des problèmes. On l'a déjà eu, vous vous rappelez, dans l'Assemblée les 6 dernières années. Et donc, c'est important, ça. On y tient. Oui, tout à fait. Voilà. Pas de problème. Très bien. D'autres remarques? D'autres interventions? J'en vois pas. On peut donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Adopté à l'unanimité. Merci bien. On peut continuer avec le deuxième point de l'ordre du jour. Il s'agit du fonctionnement du groupe d'élus. Je vous propose donc, là aussi, conformément au texte des collectivités, de voter donc les moyens mis à disposition pour les groupes d'élus. Mais avant, je vous informe que nous avons reçu donc 2 groupes d'élus qui se sont déclarés. La majorité, que j'ai l'honneur bien sûr de représenter dans l'Assemblée, et le groupe de la minorité, avec Frédéric Léveillé. Je vais donc laisser la parole à nouveau à Madame la Présidente Véronique Louwagie pour vous présenter donc le rapport sur le fonctionnement des groupes d'élus. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce rapport a trait au fonctionnement des groupes d'élus et votre commission, dans ce cadre, mes chers collègues, vous propose d'adopter la délibération suivante. Le Conseil départemental, vu l'article L. 3121-24 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil départemental de l'Orne du 1er juillet 2021 relative à l'élection de M. Christophe de Balleur à la présidence du Conseil départemental de l'Orne, après en avoir délibéré, décide dans son article unique, dans la limite des crédits inscrits au budget départemental, les moyens mis à la disposition des groupes d'élus concernent les frais d'affranchissement du courrier, les moyens téléphoniques, les enveloppes, papier et cartes de visite mises à disposition des élus, les moyens informatiques, la mise à disposition d'un local commun et des personnels à raison d'un poste pour le groupe des élus de la minorité et au maximum de 2 postes pour le groupe des élus de la majorité. Donc ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Véronique. Y a-t-il des prises de parole? Frédéric? Juste une petite précision, pas de problème par rapport à cette délibération. J'avais juste un petit questionnement par rapport aux moyens téléphoniques. Ce que ça signifiait. Eh bien, les moyens téléphoniques... Je sens que c'est la mauvaise question. Bon, non, mais si vous avez besoin de téléphoner depuis le département, j'imagine, c'est ça, hein, vous pouvez utiliser les lignes du département. Hein. Voilà. Voilà, faire le 0 pour sortir, absolument. Voilà. Pas d'autres remarques, Monsieur Léveillé? Voilà. Oui, le fax est plus à l'ordre du jour. Bien, je vous propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est donc adopté, merci beaucoup. On peut passer au 3e point de l'ordre du jour maintenant, c'est l'approbation des taux d'indemnité des conseillers départementaux. Alors, il convient, vous le savez, mes chers collègues, de fixer le taux des indemnités allouées aux conseillers départementaux, conformément, bien entendu, au Code général des collectivités territoriales. Et là, je cède la parole à notre rapporteur général du budget, M. Seguin. Merci, Monsieur le Président. Donc, on vous propose de fixer ainsi qu'il suit le taux des indemnités allouées aux conseillers départementaux de l'Orne. Conseillers départementaux, 50% du montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal à l'échelle indiciaire de la fonction publique. Membres de la commission permanente, une majoration de 10%. Vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental, une majoration de 40%. Et président du conseil départemental, un traitement correspondant avec une majoration de 45%. Article 2, que la présente décision prenne effet à effet du 1er juillet 2021. En annexe, vous avez les montants tels qu'a voulu le président, les montants nets en euros. Voilà. Je vous propose de délibérer. Merci Vincent. Merci bien. Je vérifie les annexes. Voilà. Ok, très bien, pas de problème. Y a-t-il des prises de parole sur ce sujet? J'en vois pas. Merci donc Vincent. On peut donc passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? J'en vois pas. Adopté. Merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'a dit le rapporteur du budget, donc dans un souci donc de transparence, en annexe, nous avons mis les montants en euros.
parce que les indices, c'est bien beau, mais personne ne sait à quoi ça correspond, sauf les initiés, et donc c'était, je pense, nécessaire. On peut passer maintenant au droit à la formation donc, des élus. Mes chers collègues, donc, le conseil départemental doit, dans les 3 mois qui suivent donc, son renouvellement, délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et déterminer les orientations des crédits ouverts à ce titre. Là, je cède la parole à Laurent Marting pour la présentation donc, de ce rapport. Oui, merci Président. Alors effectivement, ce rapport concerne le droit à formation des élus. Donc ce rapport vous propose de valider un peu les modalités de mise en œuvre de ce droit à formation en 3 articles. L'article 1er, ce sera de valider les orientations qui ont été retenues. Elles sont au nombre de 4. Donc les formations en lien évidemment avec les délégations ou les appartenances aux différentes commissions. Les formations favorisant l'efficacité personnelle, pas commerciale, pardon. Je ne regarde personne. Les formations en lien avec les compétences de la collectivité et les formations liées à la gestion des politiques locales. L'article 2, c'est l'enveloppe budgétaire qu'il vous est proposé de fixer à 42 000 € annuels. Enfin, l'article 3, ce sont les modalités de prise en charge au nombre de 4. L'organisme, évidemment, qui dispense la formation doit faire l'objet d'un agrément délivré par le ministère de l'Intérieur. Le dépôt préalable au stage de la demande de remboursement précise l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la collectivité. Enfin, la liquidation de la prise en charge se fait sur présentation des justificatifs de dépenses et la répartition des crédits et leur utilisation est faite sur base égalitaire entre les élus. Merci. Merci Laurent. Pour ce rapport, y a-t-il des prises de parole? J'en vois pas. On peut passer au vote. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? J'en vois toujours pas. Merci, c'est adopté. On peut donc passer au 5e point de l'ordre du jour, le renouvellement des commissions à la proportionnelle. Alors là, mes chers collègues, lors de notre session d'installation, nous avions fixé comme date limite de dépôt des listes, rappelez-vous, pour les élections à la commission d'appel d'offres, la CAO, et la commission de délégation des services publics, le 13 juillet, avant l'ouverture de notre séance. Donc, en ce qui concerne la commission d'appel d'offres, je vais donc céder la parole à Michel Genois, qui va nous présenter donc ce rapport en vous disant que tout ça a fait l'objet de concertation avec le groupe minoritaire et qui a donc validé par anticipation en quelque sorte la proposition qu'on va vous faire. Michel. Merci Monsieur le Président. Donc élection des membres de la commission d'appel d'offres. Le mardi 13 juillet 2021, réunis dans la salle des délibérations sous la présidence de Monsieur Christophe de Valor, les membres du conseil départemental ont élu les conseillers départementaux ci-après pour siéger au sein de la commission d'appel d'offres. Une seule liste a été déposée. Sont donc déclarés élus titulaires Madame Douvry, Monsieur Van Horn, Monsieur Génois, Madame Mauger, Madame Benoît, membres suppléants Monsieur Goutte, Madame Meunier, Monsieur Rodin, Monsieur Collado et Madame Bournel. Merci. Frédéric, il y a des soucis? Il y a eu un petit changement, oui. Il y a eu un changement. Oui. Oui. Il y a eu un petit changement. Philippe Van Orme. Oui. Vous savez ce que c'est, hein? Bien, sur cette liste, y a-t-il des remarques, des oppositions, des abstentions? Adopté. Merci beaucoup. Merci Michel. On va pouvoir maintenant examiner ensemble la commission de délégation de services publics. Et là, c'est Véronique Louwagie qui nous présente ce rapport. Merci, Monsieur le Président. Donc là aussi, nous n'avons reçu qu'une seule liste pour la commission de délégation de services publics qui a été légèrement modifiée lors de la réunion de la première commission et qui a été établie en accord avec le groupe de la minorité. Donc il vous est proposé au titre de cette liste 5 titulaires et 5 suppléants. Les titulaires, Madame Alain,
Madame Bruno, Monsieur Van Horn, Monsieur Seguin, Madame Viarmé-Dufour, en suppléant, Madame Douvry, Monsieur Ferret, Monsieur Génois, Monsieur Goutte, Monsieur Lurson. Voilà pour ce rapport, Monsieur le Président. Merci. J'ai bien dit. Vous savez, quand il y a une coquille dans un texte, il faut le signaler 20 fois. La 21e fois, il y est encore. Bon, c'est comme ça. Désolé. Vincent. Bien, pour cette liste, y a-t-il des remarques particulières, des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Ok, excusez-moi, j'étais un peu vite en besogne. J'aurais dû vous demander si vous étiez d'accord pour un vote à main levée. Voilà, on a convenu que, puisque les listes avaient été faites quand même en accord avec vous, vous étiez d'accord, hein, mais si jamais quelqu'un se réveillait et se manifestait autrement, il faudrait le dire quand même. Ok, merci bien. Très bien, on passe aux représentants dans les organismes extérieurs. Mes chers collègues, nous allons maintenant donc procéder à ces désignations, celles donc de nos représentants au sein des organismes extérieurs. Je voudrais donc souligner à l'occasion la qualité du travail qui a été effectué au sein des commissions afin de trouver donc un consensus entre la majorité, bien sûr, et la minorité. En ce qui me concerne, je me suis attaché à ce que les titulaires désignés puissent disposer donc du temps nécessaire pour exercer leurs fonctions. Je l'ai indiqué lors de la dernière session, la nature a horreur du vide. Et il ne s'agit pas de prendre des postes pour le plaisir de prendre des postes, mais avant tout d'être présent là où vous avez été, bien sûr, désigné. En tout cas, merci à tous pour le travail fastidieux et aux présidents donc, des commissions d'avoir pu trouver donc, les solutions, quelquefois avec un peu d'agilité, parce que ce n'est pas toujours très facile. Voilà. Je dois vous signaler que le recueil bleu posé sur vos tables est celui qui a été mis à jour sur vos propositions. Il peut y avoir, bien entendu, une petite bévue, on les corrigera ensemble, bien entendu. Et on pourra donc s'adapter, l'esprit étant là, je crois, pour que tout ça se passe le mieux possible. Avant de donner successivement donc la parole à chacun des présidents de commission, je vous propose toujours, dans le respect des textes, de voter à main levée. Cette fois-ci, je le fais dans le bon sens. Voilà, pour l'ensemble de ces nominations, si l'unanimité du conseil départemental en est bien sûr d'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord? Voilà, bon, merci beaucoup. Je vais donc pouvoir commencer à donner la parole à la présidente de la première commission, Véronique Louwagie, pour nous présenter donc les rapports de cette commission ainsi que les désignations proposées. Merci, Monsieur le Président. Donc, au titre de ce rapport, je vous ai proposé d'approuver les propositions de désignation dont vous disposez, hein, de la page 1 à la page 10, et qui ont reçu un avis favorable en commission. Merci, Véronique. Merci. Y a-t-il des remarques sur les désignations de la première commission? Je n'en vois pas. On peut donc les voter collectivement. Pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. Merci bien. Je passe donc maintenant la parole à Marie-Françoise Frouel, qui est la présidente de la Commission du développement durable et des routes. Marie-Françoise, tu as la parole. Merci, Président. Mes chers collègues, la deuxième commission vous propose d'adopter la délibération suivante en article unique, d'approuver les propositions de désignation qui sont jointes en annexe dans votre document. Merci. Concernant le développement durable et les routes, il n'y a pas de remarques, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de regret, pas d'opposition, ni d'abstention. C'est adopté. Merci, Marie-Françoise. On continue avec Patrick Rodin, président de la Commission des affaires sociales et de l'habitat. Patrick, donc tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc la Commission 3 vous propose d'approuver les propositions de désignation jointes en annexe dans le document qui sont présentées de la page 49 à 77. Merci. Y a-t-il
Des remarques? Elisabeth. Oui, c'était juste pour dire qu'en accord avec Philippe Van Horn sur l'EHPAD, la représentation au niveau de l'EHPAD de Rugles, je souhaitais y participer plutôt que Philippe. Switcher, juste. Ok, on Voilà. fait un rock entre Philippe et, Voilà. et toi, pas de problème. Ça a été Donc, corrigé. ça a été corrigé, j'ai pas Donc vu c'est comme parfait. ça. D'accord. Merci Elisabeth. Béatrice Guyot. Donc, moi, je m'interroge sur le fait de n'être pas reconduit dans la fonction de représentant du conseil d'administration de l'EHPAD de Chanu, dans lequel j'ai siégé pendant 6 ans avec assiduité et loyauté par rapport au conseil départemental. Pour moi, la politique politicienne n'a rien à faire dans ce sujet. La politique de quoi, tu dis? La politique politicienne n'a rien à faire Ah dans oui. ce sujet, qui est au sein des compétences du conseil départemental, qui est la prise en charge de la dépendance. De par mon ancien métier, mes connaissances acquises et utiles en la matière, et en raison de mon appartenance à la commission des affaires sociales, je vous propose ma candidature pour représenter notre institution au sein du CA de l'EHPAD de Chanu. Très bien, Béatrice, merci de cette intervention. Bah, écoutez, s'il y a un bug, j'allais dire, sur l'EHPAD de Chanu, on va voter, hein, puisqu'on a 2 candidats. Oui, Frédéric. Oui, juste une question par rapport à l'EHPAD de Chanu, c'est quels ont été les critères, puisque ça a fonctionné, ça fonctionnait bien jusque-là, et on ne comprend pas pourquoi sur cet EHPAD-là, il y a un changement, et quels ont été les critères qui ont été pris en compte pour écarter, si je peux employer ce terme-là, Béatrice Guyot. Alors, d'abord, vous dire que ici, personne n'est titulaire à vie de quelque représentation que ce soit. Dans d'autres pays, ça peut arriver, mais pas en France et encore moins dans une assemblée départementale. Donc, personne n'est titulaire d'une représentation, pas plus dans un EHPAD que dans une autre collectivité ou dans quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, il se peut très bien que sur des délégations qui appartiennent au département, on ait des positions divergentes et que une concurrence s'organise sur une représentation. Bon, là, il se trouve que sur Chanu, il n'y a pas d'accord qui a été trouvé entre les 2 prétendants. Bon, ben, j'entends bien l'intervention de Béatrice. Il y a un conseiller départemental du canton qui souhaite y siéger, ce qui est tout à fait légitime de sa part. Personne ne peut remettre ça en cause, me semble-t-il. Non, mais dans ce cas-là, on le soumet au vote et puis c'est tout. Hein. Je veux dire, le vote est fait pour ça. Non, mais je suis désolé de te rappeler, Béatrice, il n'y a pas de place pour la minorité ou pour la majorité. Il y a des gens qui souhaitent siéger dans un conseil d'administration. Il n'y a pas de place réservée à la minorité dans quelque EHPAD que ce soit. Et je veux dire, personne ne pourra accepter ça. Pas même le président du groupe de la minorité. On est bien d'accord. Donc, voilà, moi je retiens la proposition de Béatrice, on passe au vote, et pour faciliter le déroulement de la matinée, je proposerai que s'il n'y a pas d'autres débats sur d'autres délégations, on vote collectivement les 99,9% des postes qui ne posent pas de problème, et qu'ensuite on fait un vote séparé pour le sujet qui apporte donc un débat dans cette salle. Bien, Jérôme demandait la parole. Oui, Monsieur le Président. Oui, moi je veux remercier Béatrice Guyot qui a siégé effectivement durant les 6 années dans l'EHPAD de Chanu. Dire quand même que ce sont les conseillers départementaux du territoire qui siègent quand même en priorité à chaque fois du lieu, donc ce qui s'est passé. La nouveauté quand même, c'est que nous avons maintenant
finalement de nouveaux conseillers départementaux sur Flers, et ce n'est pas illégitime que les conseillers départementaux de Flers, les nouveaux, veuillent un peu mieux connaître leur territoire autour, et donc notamment sur le canton de Domfront-Tingebray. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut accepter ce changement, d'autant plus que vous êtes des adeptes du changement, c'est maintenant. Et qu'en plus de ça, vous êtes des adeptes du partage. Donc l'idée aussi, c'est de partager les postes et les fonctions. Et que donc, je crois qu'à un moment donné, il faut faire preuve d'un peu d'ouverture d'esprit et accepter ce changement et ce partage. Bien. Laurie. Oui, Monsieur le Président, je veux intervenir parce que derrière les slogans qui sont récupérés depuis, qui ont quand même été émis depuis des années, je veux quand même souligner que il y a quand même, malgré ce que vous dites, et d'ailleurs c'est le cas pour les autres représentations, un accord tacite, ou en tout cas, j'allais dire, de bonne tenue, entre la majorité et la minorité. Je m'étonne quand même qu'aujourd'hui, on veuille, parce qu'on aurait pu avoir d'autres candidats, évidemment, mais là, je m'étonne quand même qu'on ait 3 membres de la majorité, qu'on nous dise que c'est évidemment une candidate que je veux saluer, Sylvie, il n'y a aucune difficulté avec toi, bien entendu, mais une candidate de la majorité qui remplace aujourd'hui quelqu'un qui était issu de la minorité, pour justement représenter aussi la diversité du territoire. Parce qu'il y a une diversité. Jérôme, tu as parlé du fait qu'il y a des nouveaux conseillers départementaux sur le canton de Flers 2, mais il y a aussi des conseillers départementaux de la minorité sur le canton de Flers 1. Et il s'avère que Béatrice Guyot est maire de Landizac, dont la commune colle à Chanu, et évidemment qui a aussi, j'allais dire, une vision du territoire et une connaissance du territoire, notamment des habitants, qui est utile au conseil d'administration de la maison de retraite de Chanu. Donc moi, je ne peux pas m'empêcher, excusez-moi, de voir quand même une certaine volonté politique derrière, d'essayer d'écarter, en tout cas sur les représentations du secteur, la minorité. Et je le dis sans barguiner parce que, pour reprendre les slogans de Jérôme Nury, qui reprend des slogans, en tout cas qui ont une connotation politique, je ne peux pas m'empêcher de penser derrière qu'il y a une volonté politique d'écarter Béatrice Guyot, qui, si sans doute avait appartenu à la majorité, aurait été reconduite sans problème dans ses fonctions. Voilà. Il n'est pas trop tard pour bien faire, Béatrice, mais quoi qu'il en soit, je ne peux pas faire mieux que te donner satisfaction. Donc, tu as demandé un vote, il y aura donc un vote. Ah ben si, tu l'as formulé. De toute façon, tu sais, c'est enregistré, on pourra le ressortir, mais c'est enregistré. Tu as demandé un vote, donc il y aura un vote. OK. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de fâcherie, de désaccord, de motif? Est-ce que vous êtes d'accord que l'on vote ce qui est ce que nous avons, j'allais dire, en commun, et que l'on fasse un vote séparé pour le dernier? On est d'accord, très bien. OK, donc je vous propose de voter pour cette commission, donc la 3e commission, l'ensemble des désignations, sauf celle de Chanu qui fait l'objet d'un vote à part. Sur ces propositions, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Maintenant, je vous propose de passer au vote sur cette proposition donc de la représentation sur Chanu, où on nous rappelle la proposition qui a été faite par la commission. Patrick, tu nous rappelles les candidats proposés par la commission. Alors. Ah, il faut suivre. Hein. Les candidats proposés, donc titulaire, Monsieur Nury, Madame Meunier, Madame Thiolan. Très bien. Pour cette proposition, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Très bien. Adopté donc à la majorité, moins donc le groupe minoritaire qui a voté contre. Oui.
t'arrêtes. Ah, voilà, ça s'arrête, c'est bon. Non, juste une remarque sur ce vote. Je trouve dommage d'y aller en force sur le sujet. Évidemment, vous avez la majorité, donc forcément, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ce qu'il faudra bien regarder, et d'ailleurs, ça pourrait être très intéressant d'avoir un retour dans les assemblées au moins une fois par an, c'est de voir si les personnes désignées y siègent réellement. Et ça, je pense qu'en matière d'évaluation, y compris d'évaluation de nos engagements en tant que conseillers départementaux dans les conseils d'administration, je pense que cette Assemblée et les Ornaises et les Ornais qui nous regardent auraient à y gagner. Oui, Patrick, moi je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, je ne cesse de le répéter à chaque session. Je ne cesse de le répéter à chaque session. La nature a horreur du vide. Hein, et donc, voilà, quand on prend des engagements, des responsabilités, on se doit de les assumer jusqu'au bout. On est bien d'accord. Non, non, mais il n'y a pas de procès d'attention de quoi que ce soit, Béatrice. Je vous propose maintenant de donner la parole à Jérôme Nury, président de la Commission de l'aménagement du territoire et de la prospective, du tourisme, du numérique et de l'agriculture. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, nous avons à désigner nos représentants du Conseil départemental dans divers organismes, notamment sur des sujets comme l'agriculture. Je pense notamment à la Chambre d'agriculture, à la Commission régionale de l'économie agricole, tout ce qui est lié également à la santé animale. Toutes les délégations également sur le développement économique, je pense notamment à tous les syndicats mixtes, à la Schéma et le PFN, et puis également des autres sujets pour nos représentants en matière de tourisme, avec les petites cités de caractère, l'association des offices de tourisme de l'Orne. Donc, tel que cela vous est présenté donc, dans le rapport, on vous propose d'approuver ces propositions de désignation qui sont jointes donc, dans le rapport. Merci Jérôme. Y a-t-il des prises de parole? Frédéric? Oui, Monsieur le Président. Concernant, alors moi j'avais un 4086, je ne sais pas si ça existe toujours, si 4086, sur le syndicat mixte pour l'aménagement et la promotion du parc d'activités d'intérêt départemental et régional du Pays de C. Quand on a fini déjà tout ça, on est épuisé. J'ai un questionnement et qui nous ennuie un peu, c'était que jusqu'à présent, nos deux conseillers départementaux du canton étaient normalement titulaires. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un glissement et ils ne sont plus titulaires. Enfin, il y en a un titulaire et l'autre suppléant. Oui. J'aurais souhaité qu'on puisse avoir, et c'est légitime, les deux conseillers départementaux titulaires. Oui, c'est une bonne remarque de Frédéric Léveillé. Comme nous n'avons pas d'approche politicienne, nous pourrions effectivement... C'est très positif ce que je dis. Nous pourrions donc demander à M. Ferré de se retirer pour mettre Mme Benoît. C'est ça. Ok. Et c'est marrant, ça se passe pas pareil. Très bien. Merci. Bien, voilà, comme ça, les conseillers départementaux de la minorité, ils seront bien présents sur leur territoire, c'est bien normal. Du canton, c'est bien normal. Bien, sur ce rapport, enfin sur ces rapports de la 4e commission, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté, merci beaucoup. Et je passe maintenant la parole à Valérie Alain, présidente de la commission de l'éducation, de la culture et du sport. Pour ces désignations, Valérie, tu as la parole. Je pense que j'ai le même problème que tout à l'heure. Oui, puisqu'on a changé de place. Il n'y a plus rien là. C'est un jeu en fait. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, il s'agit de... je vous propose la désignation des représentants de nos collègues dans les instances relevant de la Commission de l'éducation, de la culture et du sport, avec en particulier la représentation dans les collèges du département de l'Orne. Merci Valérie. Sur ces rapports, oui, Joachim m'a demandé la parole. Oui, je n'ai pas d'observation à faire sur l'ensemble des représentations, sauf que je suis un peu surpris concernant les collèges soumis à un contrat avec l'État, je pense à Notre-Dame et à Saint-François-de-Sales. Il n'y a aucun conseiller départemental
qui siègent dans les cantons d'Alençon qui siègent en tant que titulaires. Et je trouve que je voudrais comprendre pourquoi. Pourquoi, sur mon canton, par exemple, avec le canton de Vannes-Serbaudal et moi-même, nous avons 2 collèges, Notre-Dame et Saint-François. J'ai posé la question à la présidente lors de la commission, qui m'avait l'air effectivement comprendre mon interrogation. Pourquoi, dans les collèges publics, on respecte les règles, sauf pour les collèges privés, comme si, parce qu'on était de gauche, on ne pourrait pas siéger en tant que titulaire dans les collèges privés. Je suis un peu étonné. Donc je voudrais avoir une explication. Ça fait suite d'ailleurs, parce que Jérôme Nury a dit dans un état d'esprit, c'est très bien que ce soit les conseillers départementaux qui siègent. Alors pourquoi on ne le fait pas ici pour les 2 collèges privés? Là, la question, je ne demande pas de vote, je demande simplement une explication. Bien. Non, je suis tout à fait à l'aise sur le sujet. D'abord, il n'y a qu'un seul représentant dans les établissements privés du département. Il n'y a qu'un seul, alors que sur les établissements publics, on est 2 et c'est plus facile de panacher. Voilà, déjà. Ensuite, les collèges privés, voilà, ont un rayonnement qui dépasse de loin, enfin qui n'est pas celui qui est calqué notamment sur nos cantons. Alors que j'allais dire, le découpage, la carte scolaire, sans être forcément complètement en adéquation avec les cantons, a plus une connotation cantonale, j'allais dire, que les collèges privés de l'enseignement catholique, en général, ne peuvent en avoir. Donc voilà, et à partir du moment où en plus il n'y a qu'un seul représentant, ben, c'est compliqué. Hein, voilà. Je vous le dis franchement, c'est une réponse assez facile. Parce que dans les collèges publics, c'est pareil, c'est pas lié uniquement à la ville. Si vous prenez le collège Racine, ça concerne également des élèves qui sont au-delà de la ville d'Alençon. Si vous prenez le collège Balzac, ça concerne également, et là il y a eu une répartition qui me paraissait harmonieuse dans la tradition du conseil départemental. Et là, mettre une titulaire pour la même titulaire, que je ne mets pas en question sa personne bien évidemment, mais c'est au niveau du principe. Je trouve que c'est le principe, soit on l'applique pour tous les établissements, ou soit on ne l'applique pas, tout simplement. Et là, on ne l'applique pas pour uniquement les collèges privés. Je ne ferai pas d'autres commentaires, mais votre position, elle ne me paraît pas juste. Mais Joachim, dans d'autres endroits, si tu veux, c'est différent. Dans d'autres endroits, c'est différent. La Ferté-Massé, de mémoire, c'est la minorité qui est. Et oui, mais pourquoi? Voilà. Je veux dire, il n'y a pas de règle. Après, il faut bien faire une répartition. Vous savez, moi, je vous mets en garde à vouloir politiser. C'est facile. C'est facile. Mais dans ce cas-là, on peut assumer. On peut l'assumer. Et puis, voilà. Ça n'a pas été le choix qui a été fait. D'accord. En quoi ça dérange qu'un élu des cantons d'Alençon, il y a 2 cantons d'Alençon, siège en tant que titulaire dans un collège privé? Quel est le problème? Mais Joachim, dans ce cas-là, tu déséquilibres également dans les autres cantons ailleurs. Ah non. Ah ben si. Ben dis, on va prendre la Ferté-Massé, nous. Voilà. Tu seras d'accord, José? Vous m'interpellez, Monsieur le Président. C'est davantage la question de la territorialisation de la représentation que les arguments qui sont évoqués là. Donc, moi, j'y siège depuis le début. En réalité, ça ne pose aucun problème. Si la majorité veut occuper ce siège, ça ne posera pas de problème non plus. Mais on fait un rock à ce moment-là. Non, mais dans ce cas-là, je veux voir dans ce cas-là les participations effectives de chacun. Et après, on pourra discuter. Mais on est bien d'accord. Mais d'ailleurs, la minorité n'a pas le privilège, j'allais dire, d'être plus présente. D'ailleurs, entre nous, on peut en discuter. Hein. Voilà. Donc Joachim, qu'est-ce que tu souhaites? Tu souhaites qu'on vote? Non, je ne veux pas. Non, simplement, si vous voulez, je pense que votre position, elle n'est pas juste.
on aurait pu mettre un titulaire parmi un conseiller départemental d'Alençon. Joachim, Tout simplement. C'est un équilibre C'est départemental, Joachim. Oui, mais ce n'est pas un équilibre parce que vous mettez la même personne sur les deux conseils d'établissement. Mais je ne vais pas demander de vote, simplement je voulais une explication et je pense que ce n'est pas très équilibré, ce n'est pas très bien réparti, tout simplement. C'est mon point de vue. Voilà, je vois pas en quoi... Tu as une vue étroite des choses, Non. tu te cantonnes à ton raisonnement sur Alençon. Il n'y a pas qu'Alençon dans le département. C'est deux Pas collèges. qu'Alençon, il y a également Oui, la mais Ferté-Massé. C'est deux collèges qui sont sur Alençon. Oui, oui, d'accord, mais il y en a d'autres. Et voilà, tout simplement, je constate que c'est une conseillère départementale qui n'est pas sur un canton d'Amilly, qui siège sur les deux postes titulaires, tout simplement. En tout cas, je ne demande pas de vote. D'accord. J'en fais pas une affaire, mais je tenais à vous dire que moi, je suis attentif également au Collège Notre-Dame et à Saint-François. C'est le message que je voulais faire passer ici aux Ornaises et aux Ornais. Très bien, je pense qu'ils y seront sensibles. Bien, mes chers collègues, on vote. Y a-t-il... Oui. J'avais demandé la parole. Ah ben excuse-moi, Frédéric, je n'ai pas vu. Non, deux, trois remarques. La première, bon, moi je viens de découvrir que j'étais plus titulaire à Jeanne d'Arc, personnellement, ça va pas me faire pleurer, mais voilà, c'est comme ça. Hein, donc, enfin, quelqu'un de raisonnable. Ouais, non, c'est pas quelqu'un de raisonnable, c'est, voilà, bon, très bien, c'est comme ça. Mais ce que j'ai entendu, en revanche, et c'est ça qui me pose plus problème, alors là, pour le coup, de manière politique, pas politicien, mais politique. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, que l'ensemble des collèges publics étaient contraints à une carte scolaire. Oui. Ben, je pense que géographiquement, politiquement et territorialement, il serait bien que tous les collèges soient soumis à une carte scolaire. Je sais que ça ne dépend pas du département. Ce n'est pas la question. Sauf que, puisque vous avez utilisé cet argument pour justifier le fait qu'on pouvait mettre des conseillers départementaux d'autres cantons, je veux le rappeler ici. La République, elle est une et indivisible. Et donc, avoir des traitements qui soient des traitements inégalitaires, il faut savoir les assumer. Oui, la République, c'est aussi la liberté. Ben non, et la liberté d'aller où on veut. Laurie. Vous connaissez mon grand sens du compromis. Ce que je propose, parce que il est vrai que même dans les collèges privés sous contrat avec l'État, on voit bien que, sauf dans le cas d'Alençon, mais on voit bien que dans celui de Flers ou celui d'Argentan, il n'y a qu'un poste de titulaire. Donc Jérôme pour Flers, aucune difficulté de toutes les manières. Par contre, ce que je propose, c'est que les suppléants soient informés à chaque fois de la tenue du conseil d'administration et que à chaque fois les suppléants se mettent d'accord avec les titulaires pour savoir si le titulaire y va bien. Parce que parfois, c'est ce qu'on peut aussi voir, eh bien que les titulaires n'informent pas automatiquement les suppléants. Parce qu'on peut avoir, les titulaires peuvent avoir des empêchements, c'est bien normal, et les suppléants sont là justement pour suppléer. Donc moi, ce que je propose, dans mon grand sens du compromis que vous connaissez, Monsieur le Président, c'est d'informer systématiquement les suppléants de la tenue d'un conseil d'administration. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas, peut-être que c'est aux invitants de le faire, et simplement alors, titulaires de le faire, mais si les titulaires ne le font pas, et je pense qu'ils ne le font pas tous, je pense qu'on peut solliciter les conseils d'administration pour qu'ils puissent mettre dans la boucle mail aussi en copie les suppléants pour qu'ils puissent être informés de la tenue du conseil d'administration afin qu'on puisse entre nous prendre nos dispositions afin que le conseil départemental, dans toutes les situations et dans n'importe quelle circonstance, soit représenté au sein de ces conseils d'administration. Bien, Laurie, moi je veux bien tout, hein. Mais enfin, excuse-moi de te dire que si un titulaire n'est pas foutu d'appeler son suppléant, voilà, donc il faut quand même responsabiliser un peu, en premier lieu, ceux qui sont en charge de responsabilité. Sophie. Non, c'était juste, je voulais rassurer Joachim parce que j'étais déjà à Notre-Dame dans la précédente mandature et je pense qu'on peut leur demander, je pense avoir été très présente. Juste pour dire quand même que là, on se retrouve quand même, il y avait Christine Roimier et moi-même, et là, il y a 2 personnes quand même de la minorité qui arrivent en tant que suppléants, alors qu'au départ, c'était 2 de la majorité qui étaient et titulaires et suppléants. Très bien. Donc voilà, c'était juste... Merci bien. Allez, je clôt les débats.
Je vous remercie. Je vous propose qu'on passe au vote maintenant pour ces représentations de la 5e commission. Je m'y perds. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. Je vous remercie. Nous pouvons passer maintenant au 7e point de l'ordre du jour. Il s'agit donc de la garantie d'emprunt pour l'EHPAD Les Tilleuls à Chanut. Et je cède la parole à Paul Klimko qui nous présente donc ce rapport. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit d'un rapport qui concerne donc l'EHPAD des Tilleuls de Chanut qui souhaite contracter un emprunt de 200 000 € pour financer des travaux de rénovation et d'équipement de son établissement. Pour cet emprunt, le département est sollicité pour accorder sa garantie solidaire à hauteur de 50% de ce prêt. En conséquence, nous vous demandons en article 1er d'accepter que le département de l'Orne accorde sa garantie solidaire à hauteur de 50% à l'EHPAD Les Tilleuls de Chanut pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de l'emprunt de 200 000 € à contracter auprès de la Caisse d'épargne Normandie et dont vous trouverez les caractéristiques dans le présent rapport. En article 2, d'accepter que le département de l'Orne renonce par la suite à opposer à la Caisse d'épargne Normandie l'exception de discussion des biens du débiteur principal et toutes autres exceptions dilatoires et prend l'engagement de payer de ses deniers à première réquisition de la Caisse d'épargne Normandie toute somme due au titre de cet emprunt, en principal à hauteur de la quotité indiquée à l'article 1, augmentée des intérêts, intérêts de retard, indemnités de remboursement anticipé et autres accessoires, ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif quelconque, n'auraient pas été acquittés par l'EHPAD Les Tilleuls à l'échéance exacte. En article 3, d'autoriser le président du conseil départemental de l'Orne à signer le contrat accordant la garantie du département de l'Orne à l'EHPAD Les Tilleuls en application de la présente délibération ainsi que la convention à conclure avec l'établissement. En article 4, de donner délégation à la commission permanente du conseil départemental de l'Orne pour délibérer sur tout changement dans le choix du prêteur et ou des conditions financières de l'emprunt précédemment énoncé. Je vous remercie. Merci. Sur cette garantie d'emprunt, il n'y a pas de prise de parole, on peut passer au vote, pas d'opposition ou d'abstention. Merci, adopté. On continue avec le 8e point de l'ordre du jour, donc le rapport d'activité 2020 du Conseil départemental de l'Orne. Et je donne la parole à Véronique Louwagie pour lui présenter ce rapport. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un rapport qui comporte un article unique pour donner acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de la communication concernant le rapport d'activité du département, que je vous montre ici, qui vous a été remis en commission, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Merci, Véronique. Sur ce rapport, il n'y a pas de prise de parole spéciale, pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. Et c'est d'ailleurs pour moi l'occasion de féliciter les services pour la qualité de ce travail de synthèse qui a été fait et également pour le travail qu'ils fournissent tout au long de l'année. Mes chers collègues, je vous ai proposé en début de séance d'inscrire un rapport supplémentaire concernant la route nationale 12. Vous connaissez tous, bien sûr, comme moi, cette route nationale 12. Vous connaissez surtout sa valeur stratégique pour notre département, son importance pour l'attractivité et bien sûr pour le désenclavement de notre département. Sa modernisation est un vrai dossier qui date de Mathusalem, peut-être des années 80. Voilà, force est de constater que l'État, malheureusement, n'a pas su trouver la volonté ni les moyens de mener à bien donc ce dossier de modernisation de cette route nationale. Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, qui est la loi dite 3DS, après s'être intitulée la loi 3D, puis 4D, puis aujourd'hui donc la loi 3DS, le même qui prévoit d'ailleurs le transfert au département du Haras national du Pin, prévoit donc dans son article 8 d'ouvrir la possibilité de transférer au département la maîtrise d'ouvrage
pour la réalisation d'investissements et de développement du réseau routier national. L'État a fait une cartographie nationale de ces routes nationales qu'il se propose éventuellement donc de transférer. Dans ce contexte, il semble donc primordial pour notre département de pousser activement au transfert de cette infrastructure. Elle est inscrite dans la cartographie nationale. L'attractivité de notre département, des pays bien sûr du Perche, d'Alençon, du Bocage, y trouveront un regain et une connexion routière renouvelée. Enfin, la diminution du temps de parcours vers Paris permettra de venir drainer donc de nouvelles entreprises pour le département de l'Orne et de nouveaux habitants, etc. Enfin, l'accidentologie sera drastiquement réduite et permettra de sauver bien sûr des vies et d'éviter de très nombreux accidents corporels. Au regard donc de l'importance stratégique pour notre département et notre région de cet aménagement, avec le président de la région, donc Hervé Morin, nous allons donc porter ensemble ce dossier et je l'ai sollicité pour nous accompagner financièrement sur le financement donc des travaux qui seraient donc à venir. Sachez que j'ai également contacté le département de l'Eure et le département de la Mayenne, qui sont tous les deux très intéressés également par le sujet. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'approuver dans une délibération, j'allais dire, de positionnement, article 1, d'affirmer la volonté de voir, bien sûr, la nationale 12 transférée dans le domaine routier départemental. Deuxièmement, d'engager la procédure de demande officielle de transfert de la nationale 12 auprès de l'État, telle que préfigurée dans l'article 8 du projet de loi 3DS, et selon les modalités de la loi qui seraient effectivement promulguées. Et article 3, de demander à l'État le transfert simultané de l'entièreté des moyens nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et aux grosses réparations, ainsi qu'une participation financière pour achever les études préalables et les travaux d'aménagement de cet axe. Article 4, de solliciter auprès de la région Normandie un soutien officiel au transfert dans le domaine routier départemental et une participation financière à hauteur de 50% du montant des études et travaux nécessaires à son aménagement, une fois déduites les participations, bien entendu, de l'État. Article 5, de m'autoriser à signer et à accomplir au nom du département tout acte nécessaire à l'exécution de la présente donc, délibération. Voilà, mes chers collègues, l'opportunité qui se présente à nous dans cette loi, si bien entendu cette loi est votée en temps et en heure au gouvernement. Dans cette délibération, vous allez peut-être penser qu'on va un petit peu loin, un petit peu vite. En fait, je vais dire, les garde-fous sont posés. Il y a bien entendu des conditions financières de participation de la région. Il y a également les conditions financières liées à l'État et au transfert de propriété sur les bases d'ABAC liées donc à l'entretien et à l'investissement régulier qui est fait en moyenne tous les ans sur ce type d'axe. Mais c'est surtout, je crois, que c'est le seul moyen d'arriver à faire bouger les lignes sur cette route nationale ô combien importante pour le département et qui nous désole depuis des années et des années par son immobilisme et par l'état catastrophique dans lequel elle est. Voilà, mes chers collègues, il y a Joachim Puyot et Jérôme Nury. Alors Jérôme, on commence, ensuite Joachim, et ensuite je vois personne. Voilà. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je partage tout à fait cette volonté du département de l'Orne de pouvoir donc maîtriser cette RN12. J'en vois bien l'intérêt à la fois pour le bassin alençonnais, pour le Perche. Quand on voit effectivement que jusqu'ici l'État quand même était plutôt en dessous de tout par rapport aux besoins de ce territoire, je me dis que nous ne pouvons que faire mieux en étant maître d'ouvrage. Mais je veux rappeler que c'est aussi important pour le bocage, et notamment pour le bocage sud, parce qu'on est quand même sur un itinéraire hyper stratégique qui va en gros du Mont-Saint-Michel, en passant par Domfront, Alençon, Paris. Et donc on a intérêt à renforcer cet axe,
Et donc pas de le voir seulement à partir d'Alençon, mais j'ai envie de dire avant Alençon, parce que ça va desservir naturellement toute la partie Bagnoles de l'Orne, tout le développement économique qu'il peut y avoir sur le territoire, à la Chapelle d'Andenne, à Juvigny, à Couterne. Et puis, c'est aussi le prolongement de l'action que nous avons aujourd'hui et qui est bien avancée, qui est la déviation de Domfront, qui va participer finalement de la sécurisation de cet axe. Donc, peut-être que nous pourrions rajouter, au moins en tout cas sur les attendus et sur les considérants, puisqu'en fait, on ne mentionne que l'itinéraire en 2 fois 2 voies de la RN12 jusqu'à Alençon. Or, je pense que l'on pourrait quand même indiquer, puisqu'en fait, il est écrit que la réalisation d'un itinéraire à 2 fois 2 voies de la RN12 jusqu'à Alençon constitue un maillon essentiel du désenclavement de l'Orne. Là-dessus, il n'y a aucun sujet, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter, après, jusqu'à Alençon, et des aménagements jusqu'à Alençon, depuis Pré-en-Paille? Parce qu'en fait, ce qui intéresse l'Orne et le bocage, c'est en fait la liaison Pré-en-Paille-Alençon, puisqu'après, on file, Président, sur notre départemental 976, dont on a la maîtrise. Mais au moins sur cet itinéraire-là, l'indiquer et le marquer dans les attendus, juste pour dire qu'on n'attend pas une 2 fois 2 voies parce qu'on est quand même lucide, mais qu'on ait au moins peut-être des études d'aménagement, ce qui serait peut-être bienvenu pour tout le monde, et notamment pour ce bocage. Merci. Joachim. Monsieur, je me suis coupé le micro. Je suis tout à fait satisfait de votre délibération. Et donc je le dis clairement parce qu'on se bat depuis de nombreuses années pour la 12, pour l'axe 12. Combien de fois nous avons eu des réunions avec les gouvernements successifs, que des promesses, mais ça n'avance pas. Et je ne sais pas si vous étiez au conseil départemental à l'époque, mais lorsqu'il y a eu une première salve de transfert de route nationale aux routes départementales, la question s'était déjà posée ici, et on avait hésité à l'époque. Moi-même, j'avais hésité, en disant mais l'État doit financer. En réalité, ils n'ont pas financé ou très peu. Donc je pense que c'est une très bonne décision qui a été prise. D'autre part, la région de Normandie s'était engagée également d'aider le département de l'Orne, mais également l'Eure, pour faire de cette route une 2 fois 2 voies de Paris, mais au-delà d'Alençon. Et je suis tout à fait d'accord avec Jérôme Nury, ça concerne également le bocage, sud notamment, à partir de Pré-en-Paille. Donc je ne peux que me satisfaire, d'autant plus que j'allais vous poser une question, mais M. de Balorre, vous avez répondu. Quid des départements de l'Eure en particulier? Parce que moi, j'ai posé personnellement à des anciens présidents de conseils départementaux qui étaient ouverts, mais sans plus. Là, il y a un nouveau président du conseil départemental qui vient d'être nommé, qui est toujours ministre, je crois encore, mais qui sera attentif à notre demande. Et donc, le groupe à laquelle j'appartiens, bien sûr, soutient cette belle délibération que vous prenez aujourd'hui, qui donne un signe très fort pour désenclaver le sud du département et le sud de la région de Normandie. Absolument. Alors, Joachim, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. D'abord, heureux que le groupe s'associe donc à cette démarche. J'en avais pas d'inquiétude, il faut être franc, encore que les modalités peuvent être discutées, etc., bien entendu, mais je n'avais pas d'inquiétude là-dessus. Je veux dire, à un moment donné dans la vie, et en particulier dans la vie politique, il y a un alignement de planètes qui s'opère, et là, il ne faut pas louper le train. Et quand je dis louper le train, tu vois à quoi je fais référence. D'accord? Et donc, on serait vraiment pas bon si on laissait passer des opportunités comme celle-là. Vraiment, on ne serait pas bon. Hein. Si notre rôle, notre engagement au quotidien dans ce département doit se manifester par quelque chose, c'est vraiment sur des décisions comme celle-ci. Voilà, où on se doit d'être à la hauteur de l'événement, sinon on pourra pleurer pendant longtemps. Hein. Et les enfants de nos enfants également. Et donc, voilà, moi je ne veux pas porter une responsabilité comme celle-ci, parce que ceci, parce que cela, au titre de, je ne sais pas quoi, moi, d'une idéologie qui considérerait à dire, voilà, l'État se désengage encore, etc. C'est pas à nous de pallier. Oui, oui, non, mais tout ça c'est vrai. Mais n'empêche que nous, ce que l'on souhaite, c'est développer notre département. Et à un moment donné, il faut faire des choix. Et là, aujourd'hui, si effectivement cette loi 3D, 4D, tout ce que vous voudrez,
DS va jusqu'au bout, eh ben, notre rôle est vraiment de le solliciter. Moi, j'avais été interrogé par le grand directeur national des routes, monsieur, un nom en I. Voilà, comment tu dis? Papinotti. Voilà. À l'époque où Madame Gouraud commençait à travailler sur la loi. Et moi, je lui avais dit ça. Je lui avais dit, s'il y a une route pour nous dans le département de l'Orne qui est importante, c'est la route nationale 12. Et si vous pouvez la mettre dans le schéma national qui sera transféré ou transférable au département, eh ben, nous, je pense que les élus du département seront unanimes pour pour donner leur accord de l'opération, tellement c'est important pour nous. Je veux dire, c'est une décision aussi importante que le numérique, c'est qu'on a prise sur la fibre optique. Je veux dire, voilà, on est vraiment dans l'anticipation du développement départemental. Voilà. Frédéric. Oui, Monsieur le Président, en effet, pas de problème sur le sujet. Bon, on a quand même un questionnement sur le véhicule législatif avec la loi 3DS, quand même, parce que est-ce qu'elle sera adoptée avant 2022 ou pas? Je pense que oui. On n'en a pas la certitude à ce jour, donc c'est quand même un vrai questionnement. Moi, j'en ai un autre questionnement, et je pense que c'est aussi un des questionnements que les Ornais doivent avoir aujourd'hui, c'est-à-dire que, est-ce que vous avez, même grosso modo, évalué le coût d'investissement sur la partie ornaise de la RN12, de façon à avoir au moins une idée, sans que ce soit hyper précis, mais au moins d'avoir une idée assez globale sur le coût. Tu vois, Frédéric, je serais tenté de te dire oui. Mais je sais que si je te donne un chiffre, je vais le payer très cher. Pas forcément. Mais si, je vous connais par cœur. Parce que forcément, entre le moment où on prend une décision aujourd'hui et le jour où on fera les travaux, le montant aura doublé. Mais ça, on le sait, on est des élus locaux, on le sait. Oui, non, mais on sait. Quelle est la première évaluation qui a été faite? Moi, je suis prudent. Mais oui, on a une petite idée. Et alors? Je ne sais pas. Ce qui a été chiffré... 50% du coût global. Combien tu dis, Vincent? C'est l'idée. Voilà. Entre 150 et 200. Alors, je dirais 150 millions d'euros. Okay. Mais il faut le dire, et c'est pour ça que c'est important, et que quand je parle d'alignement de planète, je mesure mes mots, mais on a un accord de principe avec la région, comme la route départementale 924. Voilà, quand même de dire, c'est des opportunités qu'on n'a pas tous les jours. Hein. On a bien voté, donc il ne faut pas toujours voir... On a une région qui est active sur le sujet, ben voilà, tant mieux. Monsieur le Président, il ne faut pas toujours voir de la perfidie dans les questions que nous posons. Non, mais tu sais... Quand on pose une question, c'est aussi pour avoir des informations, d'ailleurs, qui doivent être partagées par l'ensemble de l'Assemblée. Et c'est intéressant de savoir que, voilà, on est sur une ébauche dont on n'a pas la certitude finale, parce qu'on sait bien ce que c'est. Voilà. Donc il n'y a pas de problème, mais on est sur une ébauche à 150 millions. Voilà, terminé. Voilà, ça permet d'avoir une vue... pas forcément précise aujourd'hui, et c'est normal, mais en même temps une vue... c'est vraiment à la louche. Hein. Allez, Sophie Duvry. Merci, Monsieur le Président. Je rejoins complètement les propos qui ont été tenus et j'aimerais rajouter aussi cette partie de Saint-Denis-sur-Sarton qui pose des vrais problèmes de sécurité. Donc au-delà de l'attractivité, c'est aussi une sécurisation et c'est une réelle attente des habitants. Donc je trouve que cette délibération est très belle et j'espère que ça ira au bout. Merci. Merci bien. Joachim voulait reprendre la parole. Venir sur les itinéraires d'intérêt général, depuis très longtemps, dans les schémas. Donc ça, c'est clair. Par contre, l'État s'est déjà engagé financièrement sur certains secteurs. Par exemple, sur Saint-Denis, il y avait des enveloppes financières. Donc, il y aura toute une négociation à voir. Très amusante et compliquée. Avec l'État, je suis d'accord. Et puis la région qui s'est quand même engagée depuis très longtemps à rendre cette 12 en 2 fois 2 voies. Donc voilà, moi je voulais dire, très belle délibération, très beau projet. Ça donne du sens également à une politique départementale. Merci Joachim. Jérôme. Oui, Monsieur le Président, juste pour revenir sur mon amendement.
est-ce qu'on peut Oui, l'adopter alors ou pas? l'amendement, j'ai trouvé une solution. Jérôme, sur le chapitre que la réalisation d'un itinéraire de 2 fois 2 voies sur la RN12 jusqu'à Alençon, on supprime jusqu'à Alençon. Voilà. Constitue un maillon essentiel du désenclavement de l'Orne. Oui, mais... Comme ça, il y a tout. Je ne suis pas sûr que le département commence à s'engager sur une 2 fois 2 voies entre Alençon et Pré-en-Paille. Non, mais le département ne va pas s'engager sur Pré-en-Paille. Ça, c'est la Mayenne, ça. Oui, mais non, Pré-en-Paille, Alençon, c'est l'Orne, en partie. En grande partie. Non, non. Ben, il y en a une petite partie, quand même. Non, non. Ben, la Lacelle, oui, mais bon. Voilà. Donc c'est pour ça que... Non, non, mais Jérôme, il faut pas faire d'exclusive. Il faut mettre tout. Voilà. Comme ça, on ne se limite pas. Oui, mais là, on met que la réalisation d'un itinéraire à 2 fois 2 voies. En fait, nous, ce qu'on demande, c'est surtout des aménagements, en fait. Côté avant Alençon. Alençon, Pré-en-Paille, on demande des aménagements. Okay. On ne demande pas une 2 fois 2 voies. D'accord. Parce qu'on sait très bien qu'elle aura du mal à aboutir. C'est pour ça que je proposais que la réalisation d'un itinéraire à 2 fois 2 voies de la RN12 jusqu'à Alençon et l'aménagement jusqu'à Alençon depuis Pré-en-Paille et d'aménagement jusqu'à Alençon depuis Pré-en-Paille constitue un maillon essentiel. Oui, mais Voilà. La réalisation d'un itinéraire en 2 fois 2 voies et d'aménagement jusqu'à Alençon depuis Pré-en-Paille. Non mais attends. Bien, mes chers collègues, sur cette délibération maintenant ainsi formulée, y a-t-il des oppositions, des abstentions? J'en vois pas. Adopté, merci beaucoup. C'est une décision importante pour le département. Mes chers collègues, avant de lever, bien sûr, la séance, je rappelle aux membres de la commission permanente que celle-ci se réunit cet après-midi à 15 h. D'accord ? Je voulais aussi vous indiquer que la prochaine session se déroulera, notez-le bien, mes chers collègues, le 8 octobre. Le 8 octobre. D'ici là, je vous proposerai, début septembre, 2 commissions générales. La première, afin de faire le point sur une de nos principales missions, qui est la mission sociale, notamment en ce qui concerne l'APA, domaine qui va être impacté par la signature très prochaine d'un avenant à la convention collective des personnels de l'UNA, mais également de l'ADMR, qui interviennent auprès de nos aînés. Leur rémunération va être augmentée de 15%. Cette mesure, qui va améliorer légitimement la situation des personnels de l'UNA et de l'ADMR, mais décidée par le gouvernement sans accord avec les présidents de conseils départementaux, notamment sur ses modalités financières, va donc coûter la bagatelle de 4 millions d'euros par an. C'est tout notre dispositif de prise en charge de l'APA qui va devoir être mis à plat d'ici donc la fin de l'année. Dans le domaine social, il nous faudra aussi aborder le rapprochement entre la MDPH et les services du département pour en améliorer la réactivité dans le traitement des dossiers et les synergies notamment entre les différentes politiques du département. Sujet extrêmement important pour le conseil départemental. Une deuxième commission générale vous sera proposée également en ce début de rentrée scolaire, en quelque sorte, sur le dossier du haras du Pin, déjà cité plusieurs fois ce matin, et sur son transfert également au sein du conseil départemental, qui sera examiné dans les tout prochains jours au Parlement. Je veux dire, son avenir est un petit peu conditionné à la suite de la loi. Et on est toujours sur la loi 3DS. D'accord ? Voilà, c'est un dossier crucial également pour le développement du département sur le plan touristique, économique, dans le domaine de la formation en particulier. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous proposer pour vous mettre en appétit, en quelque sorte, et préparer la rentrée scolaire, la rentrée de septembre. Frédéric Léveillé. Juste une question très pratique. Vous nous avez dit la plénière le 8 octobre, vous avez dit 2 commissions générales, mais vous n'avez pas donné de date. Je n'ai pas donné de date, je voulais faire passer. C'est normal. Oui, dès qu'elles sont arrêtées, je vous les fais passer. Ok. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie 1000 fois de la qualité des débats que nous avons eus. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Il y en a qui sont pressés de partir, mais voilà. Vous voyez, je vous souhaite d'excellentes vacances, surtout à Catherine Meunier.
L'ordre du jour étant épuisé, bon été à vous tous. Merci.